19h30 ici à Libreville, la capitale gabonaise, et partant du territoire national, bienvenue à TVS, la télévision Shekina. Au sommaire de cette édition d'information, la grève se poursuit pour les agents du ministère des Affaires étrangères. Plusieurs semaines après le lancement de cette grève, ils insistent, pas de satisfaction aux revendications posées, pas de reprise de travail dans ce département ministériel, seul un service minimum est observé. Vous aurez également au cours de ce journal la famille de Bertrand Ziba-Bégué qui conteste toujours les conditions de détention de ce dernier à la prison centrale de Libreville. La voix de cette famille, vous l'aurez à travers la génitrice de Bertrand Ziba-Bégué. Rebonsoir, merci de votre confiance sans cesse à notre édition d'information du soir. La grève se poursuit pour les agents du ministère des Affaires étrangères après plusieurs semaines depuis le lancement de cette grève. Les agents de ce ministère, fédérés au syndicat des agents du ministère des Affaires étrangères, insistent, pas de satisfaction aux revendications posées, pas de reprise de travail, seul un service minimum est observé à ce jour. Reportage. Derrière ce luxueux bâtiment, par la parure extérieure, il y a une vétusté décriée par les agents du ministère des Affaires étrangères. Une vétusté ajoutée aux conditions de vie et de travail contestées depuis plusieurs mois par le syndicat au pied de la bâtisse, au son de la pop music. Malgré une existence quotidienne déjà difficile, on survit grâce à quelques maigres repas composés essentiellement d'arachides et de sandwichs moins garnis, mais ni l'amertume, encore moins l'usure provoquée par le temps qui se prolonge n'ont pas empêché Ghislain Boukandji de rappeler les motifs de leur grève. Essentiellement deux points principaux, c'est-à-dire le premier point c'est le paiement de la prime de servitude diplomatique et les conditions de travail. Nous sommes rentrés déjà en négociation avec l'actuel ministre. Malheureusement, ce qu'il nous propose ne sied pas vraiment aux attentes vraiment des agents du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez, nous sommes là, on reste là au piquet des grèves. À l'étranger, les conditions de vie des diplomates gabonais, au dire des agents, sont exécrables et caractérisées par de longs mois de loyer et des frais d'écolage impayés. Cette situation ne peut plus durer, martèlent les syndicalistes. À l'intérieur du pays, sur Port-Gentil, la capitale économique, et au 4e arrondissement, précisément au quartier Mounadji, Matanda et Ecolafeu, les populations croupissent dans la misère. Les conditions de vie de ces dernières sont exécrables. Externel Volondon, Média Plus Port-Gentil, reportage. Les riverains de cette partie du 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil, située principalement à cheval entre le quartier Mounadji et Matanda et Ecolafeu, peinent à sortir du sous-développement. Le quotidien étant alimenté des mêmes difficultés qui existent depuis de longues dates, partant de l'absence d'une véritable voie de communication pour faciliter leurs échanges à l'entretien des voies d'évacuation d'eau usée, par ailleurs quasiment inexistant dans cet espace. Là, on souffre, on va faire comment? On a les pieds que dans l'eau. Comment vous faites pour vous rendre au marché ou bien à l'hôpital? On fait comment? On plonge toujours les pieds dans l'eau. C'est ça? Pas plus tard qu'avant, on en a tué deux gros serpents à cause des flaques d'eau là. Donc on a aussi nos mamans qui tombent à cause des flaques d'eau, donc elles ne peuvent pas monter au pont. S'il n'y a pas les jeunes pour les soutenir, elles ne peuvent pas monter au pont. Pour ce riverain, quelques efforts venant des jeunes du quartier essayent tant bien que mal de concourir à l'amélioration des conditions de vie des populations de cette partie de la ville pétrolière du Gabon. On s'est organisé par exemple au niveau devant là-bas, on a fait un pont, les jeunes du quartier, on a cotisé. Aujourd'hui, on a quand même un passage. Désemparées en ce 21e siècle, les populations de derrière l'école à feu invitent à nouveau les pouvoirs publics et privés, tout comme les politiques, à contribuer à la sortie de ce pétrin.
Conditions difficiles pour les populations des quartiers Matanda, Mounaji et Kolafeu. Et pendant ce temps, les commerçants ésassins non loin du centre de santé de Ntchengue, nous sommes toujours dans la capitale économique, n'ont pas vu leurs difficultés s'améliorer. Bien au contraire, ces difficultés s'alourdissent par l'absence d'espace pour écouler leurs marchandises. Cardine Dorothée Aoré, Média Plus. Voilà maintenant 1 mois et demi, sinon 2, que les commerçants du petit marché situé à l'entrée du centre hospitalier régional de Ntchengue de Port-Gentil ont été réaménagés par la municipalité. Si la nouvelle configuration de l'espace qu'elles occupent ne cause aucun problème, la compréhension entre elles est difficile, surtout quand il s'agit de la disposition des étals. Je suis serrée comme une boîte sardine. Là, on nous a demandé d'avoir 2 petites tables. Là, je suis au milieu de 3 tables, serrées. La personne qui m'a mis, comme m'a mis à mes côtés, elle n'était pas quand on nous a mis, quand on nous a classés. À bord de la dire comment faire, arrange-toi pour qu'on se sache. Alors aussi, il m'a dit, c'est pas moi que tu dois dire, dis le premier ranger là-bas pour qu'on soit libre. Ce qui nous dérange, c'est ça, parce qu'on n'a pas l'entente. Elodie, mère d'une famille nombreuse et célibataire, a pour seul revenu le commerce qu'elle exerce. Ainsi, la multiplication des étals par certaines commerçantes comme elle est justifiable. Si je ne mets pas les tables comme ça, là, je ne peux pas vendre. Des fois, je fais 1 semaine, je ne vends pas. Donc, quand je mets les tables comme ça, c'est là où j'ai quand même 100 francs. Parce que quand tu mets comme ça, là, tu mets par ici, on ne voit pas. On est d'ajouter un peu parce qu'il y a un chargement de vente. Les clients ne voient pas. Depuis là-bas, les clients ne voient pas. Donc, ce palabre pourrait prendre fin si certaines dispositions sont prises, comme... C'est mieux que toutes les femmes remuent et collent sur le mur de Camerounais là qui fait le soya. Parce que quand les tables sont sorties, il n'y a pas d'arrangement, tout le monde est dérangé. Il y a les tables qui sont devant, il y a les tables qui sont derrière. Donc ceux qui sont derrière, nous on ne vend pas. On vient passer les journées ici, on ne gagne rien. Tous les jours on paye les tickets, donc on n'a rien à gagner. Tous les jours on paye les tickets. Mais toutes les tables sont avancées derrière. C'est mieux qu'on recule les tables par le mur. Si on nous enlève, on ne saura pas où aller nourrir nos petits-enfants. Ça fait très longtemps que les gens sont assis, personne ne travaille. Mais nous, on vit à la base de ce qu'on fait là. Si on nous enlève ici, on ne saura pas vraiment, il n'y aura pas la vie. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi là, c'est là où je paye les cahiers de mes enfants. Et j'assure mon électricité, je paye mon courant avec ça. Si je n'étais pas là, je devais vraiment vivre le campement en menti. Pour cela, elles se contentent du strict minimum qui leur est offert, même si des besoins primaires sont là. Lors de son discours à la nation le 31 décembre 2017 passé, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a fait de nombreuses promesses, parmi lesquelles celle de doter chaque province d'ambulances médicalisées. On s'interroge sur la faisabilité de cette promesse au regard de l'état de voie de communication à travers le territoire national. Fabiola Mengue, reportage. Des promesses, encore des promesses, disent les Gabonais lors du dernier discours à la nation. Le président de la République gabonaise en a rajouté quelques-unes aux précédentes, dont les ambulances médicalisées qui font couler beaucoup d'encre et de salive et qui a fait monter au créneau le président du SYNAPSA. À travers la déclaration du président à la nation, qui disait évidemment qu'il doit organiser ou implanter dans chaque province du Gabon une clinique mobile. Il faudrait bien que les Gabonais comprennent qu'est-ce qu'une clinique mobile. De façon succincte, la clinique mobile, c'est un lieu de santé en mouvement. Ça signifie évidemment que c'est une mobilité des professionnels de santé qui vont vers les communautés pour donner des soins de santé. Mais à des cas particuliers. La clinique mobile n'est pas une fournisseur de soins de santé. Il y a toute une organisation autour. Donc lorsqu'un président de la République prend ce genre de décision, j'ai la faiblesse de croire aujourd'hui, selon les conditions actuelles, que le président de la République s'est entretenu avec le ministre de la Santé. Parce qu'il y aura beaucoup de problèmes, beaucoup de limites à ce sujet. Pourquoi? Simplement parce que, premièrement, on a un problème d'effectifs de la santé. Nous avons un problème de plateau technique, d'abord en ce qui concerne les structures
dans toutes les régions de notre pays. Nous avons également un problème, n'est-ce pas, du traitement des personnels de santé. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement que si les structures sanitaires de notre pays connaissent déjà vraiment un problème, un dysfonctionnement généralisé, parce qu'il faut quand même le dire, la santé connaît beaucoup de problèmes aujourd'hui et il ne serait pas possible de réussir l'opération des cliniques mobiles. Et quand on parle de cliniques mobiles, ce n'est pas des consultations générales. C'est ainsi qu'on parle par exemple des cliniques mobiles psychiatriques. Donc c'est pour des cas particuliers. Et il y a trois choses qui s'articulent autour des cliniques mobiles. Vous avez déjà l'enseignement de la population, c'est-à-dire il faut aller vers d'abord les populations, leur donner quelques connaissances, quelques formations sur les pratiques des conditions existentielles, c'est-à-dire dans les provinces par exemple, parce qu'ils vont s'adresser particulièrement à l'intérieur du pays, ce qu'ils disent, mais ce qui ne sera pas aussi possible, parce que c'est une prophétie que je vous donne. Rappelons toutefois que le mandat du chef de l'exécutif prendra fin en 2022 et que depuis son ascension au pouvoir en 2009, même la moitié de ses projets n'ont pas encore été honorés. Espérons cette fois-ci que cela soit le cas. Le pays est en chantier continu, entre routes, projets de construction, construction de salles de classe, pas finis ou pas exécutés, la liste est longue. Cette promesse du chef de l'État de doter chaque chef-lieu de province d'ambulances médicalisées semble trouver quelques limites relevées ici par le président du SINAPSAR, un des syndicats du secteur santé qui est au micro d'Hélène Fabiola Mengemekwa. Avant même de parler des cliniques mobiles, l'État aurait pu prendre la décision, premièrement, de réfectionner tous les centres médicaux, les dispensaires de l'intérieur du pays. Premièrement, les équiper, former le personnel de santé. Parce que quand on parle des cliniques mobiles, il y a ce qu'on appelle les équipes mobiles. Les équipes mobiles sont composées par les professionnels de santé. Or, aujourd'hui, on a un problème de personnel. Un personnel qui n'est pas recyclé, un personnel qui n'est plus formé, mais qui ira officier sur le terrain. Il y a autant de problèmes dont le gouvernement de la République ferme les yeux pour vraiment justement faire des promesses, des annonces électoralistes. C'est pourquoi aujourd'hui je dis que les autorités de notre pays doivent épargner le secteur santé du sarcasme politique. Parce que c'est une moquerie. Si nous voulons bien faire les choses dans notre pays, on doit consulter les professionnels de santé. Sauf à croire qu'ils appellent certains qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent, et qui créent des concepts comme ça justement pour embobiner le peuple gabonais. On peut faire la politique, mais sauf avec la santé. Et c'est pourquoi je voudrais également dire que la santé est un bien de consommation à préserver, vital. Donc on ne joue pas avec le corps humain. Et lorsqu'on organise des opérations qui impliquent la santé des Gabonais, on doit élargir le champ, n'est-ce pas, des consultations. Suite aux propos d'Yves Ndong et Sono parus dans un quotidien de la place en date du 23 janvier 2018, lesquels mettaient à mal la corporation des propriétaires d'auto-écoles, ces derniers sont montés au créneau ce matin à la faveur d'un point de presse pour se faire entendre. Euphrem Bioguedzo, Yvan Bertrand Koumili Kandoumba. Nous, collègues des auto-écoles du Gabon, dénonçons avec la dernière énergie les agissements peu orthodoxes de M. Ndong et Sono, responsables de l'auto-école Nemiko, se réclamant de notre porte-parole, alors qu'il agit de son propre chef et met en mal notre corporation et nos bonnes relations avec l'administration des transports partant du Centre national des examens du permis de conduire. Nous disons qu'il porte seul la paternité de ces propos parus dans l'Union du mardi 23 janvier 2018. Depuis l'arrivée de la nouvelle équipe au Centre des examens du permis de conduire, qui a à sa tête M. Mapangou Sadibi Guy Bertrand Oscar, des réformes salutaires ont été entreprises. Monsieur le directeur du centre milite pour l'amélioration des conditions d'apprentissage et de formation dans nos auto-écoles. Il a remis les structures de formation au centre de l'activité du permis, ce qui a pour conséquence l'amélioration nette de nos recettes malgré la crise qui sévit dans notre pays. Nous disons aussi que dans notre intérêt, et dans le souci de sauvegarder l'image du Gabon, ce qui constitue d'ailleurs une fierté puisque notre permis étant pris en compte en Europe, notamment en France, nous sommes tout à fait d'accord avec l'initiative de l'administration de procéder à des inspections de nos structures de formation.
face à ce qui précède, nous, collèges des auto-écoles du Gabon, nous nous démarquons de tous les fauteurs de troubles et accordons notre franche collaboration au Centre national des examens du permis de conduire ainsi qu'à toutes sortes d'initiatives progressistes prises à cet effet. Je vous remercie. Si la cogestion de la mairie de Libreville n'a pas marché, je cite, c'est la faute des lois, fin de citation, déclaré récemment le président du Centre des libéraux réformateurs, Jean-Boniface Asselé, des déclarations qui révèlent la déchirure entre les deux hommes. Pierre-Parfait Mbadikoumbre. On croyait Eloane Zondo parti du CLR sans histoire. En réalité, il n'en est rien. L'actuel secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais reçoit actuellement les foudres de Jean-Boniface Asselé, son ancien mentor. Au cours d'une récente sortie médiatique à son siège 6 au cabaret des artistes, le président du Centre des libéraux réformateurs a ouvertement attribué à Eloane Zondo l'échec de la cogestion de la mairie de Libreville par le CLR et le PDG. Et la cogestion, c'est politique. Elle n'a pas réussi, c'est la faute des lois. Je ne savais pas qu'il ne voulait pas que je sois maire à sa place, certainement. Parce que ça se joue politiquement. Le PDG avait un président de groupe politique. Mais mon président du groupe politique CLR pour la cogestion, c'était Eloane. Nous nous sommes battus. Eloane ne s'est pas approché de son camarade du PDG, ça s'est réalisé. Et le fait que j'ai parlé, Moukoubi a dit, mais c'est un problème politique. Eloane était où? Non, il n'était pas là. Je ne lui en tiens pas de rigueur. Nous allons repartir aux élections l'année prochaine. Mais nous prendrons la mairie de Libreville. À l'évidence, Jean-Boniface Asselé ne décolère pas depuis le départ de son ancien protégé. Selon certaines indiscrétions, le président du CLR craindrait la forte popularité dont jouit Eloane Zondo dans le 3e arrondissement de Libreville. Cette figure calme et mesurée de la politique nationale en a fait son bastion au fil des ans. De quoi donner des sueurs froides au CLR lors des prochaines élections législatives. À regarder de près ou de loin, l'atmosphère est loin de se détendre entre les deux hommes. Un cri de détresse dans ce journal, c'est celui de la génitrice de Bertrand Zibi-Yabégué qui appelle à la clémence des autorités gabonaises, sinon à l'implication des organismes internationaux pour la libération de son fils Bertrand Zibi-Yabégué, détenu dans des conditions déplorables au pénitencier de Libreville, dit-elle. Nous l'écoutons. Mesdames, Messieurs, ceci est une interpellation aux autorités du Gabon. Depuis septembre 2016, date à laquelle l'élection présidentielle s'est déroulée au Gabon, et ce avec la somme de violence qui s'en est suivie, mon fils Zibabo Bertrand a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville au motif de crimes contre la paix publique. Durant l'enquête et perquisition, une arme et 5 balles ont été découvertes à son chantier. Mon interrogation est alors de savoir si dans l'histoire de l'humanité, un soulèvement ou une révolution se sont déjà faites avec un fusil et 5 cartouches. Puis, dans la foulée, un jeune homme a affirmé avoir été torturé sous les ordres de mon fils et qu'il aurait même échappé à une tentative d'assassinat pendant, il y a quelques semaines, lors de la confrontation entre ce jeune homme, mon fils, et le présumé agresseur, il a été démontré au juge d'instruction et à toute l'assistance
que l'agression dont ce monsieur aurait été victime ne résultait pas d'ordre venant de Bertrand, puisque le présumé agresseur, ayant reconnu les faits, a certifié n'avoir jamais reçu d'ordre émanant de mon fils, que mon fils et lui n'avaient en contact ni de près ni de loin, et que c'est par d'autres raisons que ce monsieur aurait été agressé. À partir de cet instant, ni mes enfants, ni moi-même n'avons plus eu accès à Bertrand. Depuis bientôt 2 mois, nous n'avons désormais de nouvelles de lui que par le canal de ses avocats. C'est ainsi que la semaine passée, lors d'une réunion avec des personnes de bonne foi, nous avons été informés de l'état de santé jugé préoccupant de mon fils, qui aurait été sévèrement torturé au motif d'une découverte d'un téléphone portable dans sa cellule. La fenêtre ouverte de cette édition d'information nous amène à parler du comportement que doit afficher une belle-fille vis-à-vis de sa belle-mère qui ne l'aime pas. Et face à cette problématique, Inès Ngongamambo a recueilli des avis divergents dans les rues de la capitale gabonaise. Lorsque 2 personnes décident de vivre une vie conjugale sérieuse, elles font face à plusieurs réalités d'ordre familial, avec les attentes quelquefois trop exigeantes de la part de la belle famille vis-à-vis de leur belle-fille. Il n'est pas rare de constater que certaines femmes, une fois l'anneau au doigt, n'hésitent pas à afficher des comportements qui laissent à désirer, ce qui peut amener la belle-mère à ne pas aimer sa belle-fille. Face à cet état de fait, comment la belle-fille devrait-elle se comporter pour reconquérir l'affection de sa belle-mère? Nous avons recueilli des avis divergents. Je veux me référer d'abord au adage qui dit « Lorsqu'on veut quelque chose, ce que femme veut, Dieu le veut ». Vous savez, lorsque vous avez une mère, vous partez trouver une mère qui n'est pas aussi la vôtre, qui est votre belle-mère. Le même comportement que vous avez face à votre mère, affichez-le d'abord, mettez-vous d'abord dans la tête que j'ai face à moi une maman que j'ai laissée chez moi. Bon, maintenant, si vous avez une belle-mère qui ne vous aime pas, moi, qu'est-ce que je ferais? Sincèrement, honnêtement parlant, je vais chercher par tous les moyens pour que ma belle-mère puisse m'aimer. Tu vas la prier parce qu'elle devient ta mère. Tu aimais l'homme, c'est comme tu peux aimer sa mère. Ta mère, la mère de l'homme, ça revient ta maman. La même douleur que ta mère a eue, c'est la même douleur. Si d'aucuns estiment que pour une raison quelconque, la belle-mère peut ne pas t'aimer, il n'en demeure pas moins qu'il faudrait laisser les choses dans cet état et se contenter de l'affection de son partenaire. Une façon de penser qui ne fait pas l'unanimité. Votre mari peut vous aimer, mais c'est son fils avant tout. Bon, si votre mari vous aime et que votre belle-mère ne vous aime pas, ça n'a pas de sens. Donc moi je chercherai à voir, je préfère même avoir l'amour haut de ma belle-mère. Je préfère avoir un amour double par rapport à celui de mon mari parce que je suis une mère, je sais ce que c'est l'affection d'un enfant. Alors je vais chercher à avoir l'affection de ma belle-mère parce que je me vois mal avoir une relation, aller dans un mariage et ne pas avoir l'entente entre la belle-mère et moi. Donc ça ne sert à rien. Moi, à la place, je vais préférer rester chez moi parce que je vais me sentir culpabilisée. Je ne serai pas en paix, même si mon homme m'aime, mais si ma belle-mère ne m'aime pas, ça n'a pas de sens. Eu égard à ce qui précède, il serait temps que les belles filles s'attellent à changer de comportement et à comprendre qu'elles doivent aimer leur belle-mère comme leur propre mère. C'est alors qu'elles seront bénies. La Corée du Sud et le Brésil constituent les 2 escales de la page étrangère dans cette édition d'information. D'abord, en Corée du Sud et suite à l'incendie meurtrier qui a frappé un hôpital de Myriam, 41 personnes ont été tuées et le gouvernement exhorte les secouristes à tout mettre en œuvre afin de sauver encore les vies humaines qui peuvent l'être encore. Reportage. Des fumées épaisses continuent de s'échapper de l'hôpital. L'intérieur calciné témoigne de la violence de l'incendie. Des dizaines de personnes ont perdu la vie. Le nombre de blessés est important. Certains sont dans un état critique. Pendant près de 3 heures,
Les pompiers ont lutté pour venir à bout des flammes. Nous confirmons que l'incendie s'est déclaré dans le service des urgences de l'hôpital Sejong, situé au premier étage. Nous avons empêché l'incendie de se propager dans les étages supérieurs. Parmi les 100 patients, 15 se trouvaient dans l'unité de soins intensifs du troisième étage et tous portaient des masques à oxygène. À l'issue d'une réunion d'urgence, le porte-parole du président a exprimé ses regrets. Le président demande aux secours et aux médecins de faire tout leur possible pour éviter que le bilan ne s'alourdisse. Il a également demandé aux enquêteurs d'identifier rapidement les raisons de ce drame. Lorsque l'incendie s'est déclaré, près de 200 personnes se trouvaient dans l'immeuble qui abrite l'hôpital mais également une maison de repos pour personnes âgées. Au Brésil, c'est le séisme politique pour le camp de l'ancien président Lula après être condamné à 9 ans d'emprisonnement en instance puis 12 ans en appel. L'ancien président brésilien s'est vu confisquer son passeport et pour cause, il lui est reproché d'avoir procédé au blanchiment d'argent. Reportage. Candidat, malgré sa condamnation, l'ancien président brésilien Lula a été choisi par son parti, le Parti des Travailleurs, pour concourir à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Nous n'avons pas de plan B. Alors Lula est notre candidat pour les élections présidentielles de 2018. Une décision comme un pied de nez à celle de la justice brésilienne qui a condamné Luiz Inácio Lula da Silva pour corruption passive et blanchiment d'argent ce mercredi. Les Brésiliens ont juste besoin de savoir une chose. Cet homme gentil qui vous parle n'a aucune raison, véritablement aucune raison, de respecter la décision d'hier, en aucune façon. Lula est accusé d'avoir reçu un appartement de la part d'une entreprise de travaux publics impliquée dans le vaste scandale de corruption Petrobras. À l'unanimité, il a été condamné à une peine de 12 ans et 1 mois de prison, une peine alourdie donc. En première instance, elle avait été fixée à 9 ans et 6 mois. Cette condamnation pourrait mettre du plomb dans l'aile à sa candidature, mais Lula n'a pas encore épuisé tous ses recours. Il peut notamment saisir la Cour suprême. La décision finale sur son éligibilité sera prise par un tribunal électoral après la date butoir du 15 août, à laquelle les candidatures sont enregistrées. Nous parlons à présent de sport et suite à la réunion de travail de ce matin entre le président Lacab et ses partenaires, on pourrait résumer la révision des textes et la modification possible de quelques points. Le président Lacab nous fait l'économie de cette rencontre au micro de Mosconi Ngonomba. Il est passé en revue les aspects financiers, c'est-à-dire l'exécution du budget de la Confédération, les activités des différentes zones. Nous sommes organisés en zone de développement du handball, à la zone de la zone 1 à la zone 7. Et à l'occasion donc de la tenue du Conseil, des rapports circonstanciés seront dressés et mis à la disposition du Conseil pour appréciation. Et donc, ce sont des résolutions qui sortent du Conseil, qui sont exécutoires au niveau de l'exécution. Je me répète. Donc, nous passons en revue l'activité de l'exécutif au cours des 6 premiers mois, au cours de l'année. Et ce Conseil correspond à la deuxième partie de l'année. Parce que nous n'avons pas pu le tenir fin 2017. Nous le tenons donc en marge de cette compétition majeure de la Confédération africaine de la CAN. Ainsi se referme cette édition d'information de la soirée sur TVS. Merci de l'avoir regardé. On se retrouvera demain, s'il plaît à Dieu le Très-Haut.